On y va. Au contraire, c'est une adéquation beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on arrête justement de faire des projections, des distorsions, de se perdre dans les ruminations du passé, l'anticipation avec espoir et crainte d'avenir. On est là pleinement dans le moment présent, dans l'immensité par exemple, quand c'est l'émerveillement devant la nature sauvage, devant cette beauté, la vastitude, et notre esprit se met en harmonie avec cette immensité, ou au contraire quelque chose qui se passe au niveau des fourmis ou des écorces, etc. Et donc on est beaucoup plus dans la fraîcheur du moment présent. Alors, d'un certain point de vue, ça dépend du sens qu'on donne à ordinaire. Si c'est effectivement la nature de l'esprit telle qu'elle est, sans ces distorsions, oui. Mais généralement, quand on parle de conscience ordinaire, c'est plutôt nos façons tous nos automatismes mentaux. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui devient un peu spécial, c'est la simplicité à l'état pur. Voilà, donc c'est plutôt ça que l'émerveillement va avec la simplicité, avec l'effacement du sentiment exacerbé de l'importance de soi, la fragmentation, moi et les autres, moi et l'univers. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut parler de l'émerveillement. Alors, le respect naît de l'émerveillement, c'est une conséquence. On ne se dit pas j'ai un émerveillement respectueux, mais si vous pensez à quelque chose qui vous émerveille, vous n'allez pas le mépriser, vous n'allez pas le dénaturer, vous n'allez pas le détruire, vous n'allez pas l'altérer, et donc ça mène au respect. On respecte ce qui vous émerveille, que ce soit un être humain, un enfant, un sage, une œuvre d'art. On dit « Oh, la Joconde, je peux rester des heures en émerveillement, et puis après vous allez la couper avec des lames de rasoir. » Ce n'est pas la conséquence naturelle de vous être émerveillé devant une œuvre d'art, un sage, un paysage. Donc l'émerveillement mène au respect. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ce que vous respectez, du coup vous avez envie d'en prendre soin. Ou même ne serait-ce que quelqu'un qui a cœur, qui a un livre qu'il respecte beaucoup, une œuvre d'art, ou un objet sacré, ou un magnifique parc, ou un paysage naturel, on souhaite du coup préserver le mieux possible ce qui est l'objet de votre respect, de votre émerveillement. Donc, en ce qui concerne la part sauvage du monde, puisque ce livre, j'ai fait beaucoup de livres de photos sur mes maîtres spirituels, j'ai fait un livre 108 sourires sur la nature humaine, que je pense être meilleur que ce que certains disent. Et donc, c'est cet émerveillement sur le côté humain. Là, c'est clairement un émerveillement sur la part sauvage du monde. C'est une formule de la philosophe Virginie Maris. Cette part sauvage que nous devons de préserver pour ce qu'elle est, et non pas la considérer comme un instrument pour que l'être humain puisse simplement promouvoir ses intérêts égoïstes très spécifiques et en négligeant totalement le reste de la biosphère, les 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, comme s'ils étaient là juste pour nous distraire ou pour qu'on s'en serve. C'est une arrogance d'autant plus, cette espèce de violence, d'une sorte d'humanisme exacerbé, en fait, est très peu de mise, puisque si on voit que la vie existe depuis 3,5 milliards d'années sur Terre, l'être humain est apparu environ, je ne sais pas, 300 000 ou quelque chose, si on met ces 3,5 milliards sur 24 heures, nous sommes apparus dans les 5 dernières secondes de ces 24 heures. Donc, vous voyez, franchement, on a fait un sacré ramdam pendant ces 5 dernières secondes, mais enfin, disons, pendant 23 heures, 59 minutes et 55 secondes, le monde était là sans nous. Donc, en gros, il n'y a pas de quoi se prendre la tête, en gros. Disons, c'est sûr qu'il y a des qualités
extraordinaire dans l'homme. Extraordinaire ne veut pas dire qu'on ne s'inscrit pas dans un continuum qui est celui de l'évolution. Alors on peut parler que l'intelligence est un saut quantique, mais c'est une expression sur laquelle il ne faut pas exagérer. Oui, il y a des spécificités de l'intelligence humaine qui ont mené à, on pourrait appeler ça des sommets incomparables, ne serait-ce que la philosophie, la métaphysique, la musique, la notion de morale, enfin plein de... on sait très bien quelles sont les qualités humaines. Mais malgré tout, toutes les graines, je veux dire, on voit arriver, on voit, il y a chez beaucoup d'autres espèces, parce que si l'intelligence, la conscience est utile à nous, elle est forcément utile en général. L'évolution est très économe, elle n'invente pas des trucs complètement farfelus du jour au lendemain. Si on a des émotions extrêmement raffinées, ben, il y a probablement beaucoup d'autres espèces qui ont aussi des émotions à des degrés divers, etc., etc. Et puis il y a des espèces qui ont développé des facultés qui sont les meilleures qui puissent être pour survivre. Hein. Les chauves-souris ont un sonar qui leur permet de voir dans le noir. Moi, j'y vois rien dans le noir. Il y a des oiseaux migrateurs, des barges rouges de l'Amérique du Nord, de l'Alaska, qui volent non-stop jusqu'en Nouvelle-Zélande sans se poser pendant je ne sais pas combien de temps, en naviguant soit sur les étoiles, soit sur la lumière polarisée du Soleil. Moi, je me perds dans Paris. Donc, je veux dire, une fourmi a des facultés qui lui permettent de mieux survivre. Nous, il se trouve que l'intelligence nous a permis de survivre, mais ce n'est pas une raison pour nous octroyer le droit du plus fort parce qu'on est le plus malin. Au contraire, ça nous donne une responsabilité accrue puisqu'on a en fait un pouvoir d'action sur le reste de la biosphère qui est beaucoup plus vaste que n'importe quelle autre espèce, en raison des outils qui ont le pouvoir s'est multiplié à l'infini depuis. On avait juste des outils qu'on tenait à la main et on ne pouvait pas faire grand-chose, ni en bien ni en mal. Encore que, dès le début, à partir du moment où les humains se sont établis quelque part, en gros, en l'espace de 1000 ans, ils ont éradiqué la plupart des grosses espèces. Il y avait des paresseux de 15 mètres de haut aux États-Unis, etc., etc. Donc, en gros, l'émerveillement, c'est aussi, encore une fois, prendre conscience de notre sentiment d'appartenance à la biosphère, et de façon plus vaste, l'appartenance à l'univers qui nous dépasse largement cette petite terre, donc un peu une leçon de modestie, tout en appréciant à sa juste valeur les qualités de l'espèce humaine. Une manière de voir ce que j'aime bien appeler la banalité du bien, ça se cultive. Et aussi, ça permet d'éviter de tomber dans le syndrome du mauvais monde, à savoir de penser que le monde est mauvais, que la nature humaine est mauvaise, et ça, c'est une vision distordue de la réalité, qui naît beaucoup du fait qu'on est beaucoup exposé à des événements tragiques et négatifs, qui prennent une place disproportionnée dans les nouvelles. Moi, je me rappelle une fois, on m'a demandé dans une télévision, on va vous demander de commenter les 5 titres de l'actualité. C'était tout des catastrophes ou des drames. Ouais. Mais ce n'est pas la vie ordinaire. S'il y avait 100 personnes qui s'étaient décidées dans la ville de Lyon d'aller aider les personnes âgées, on ne parle pas au journal du soir, sauf un petit magazine local ou autre chose. Donc la banalité du bien, c'est le fait que la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres la plupart du temps, c'est comme ça, et que quand ce n'est pas le cas, ben, on est choqué, on est par ce comportement qu'on pourrait appeler déviant, et donc on en parle parce que c'est un danger potentiel, que c'est anormal et qu'on ne parle pas de la normalité. Donc voilà, donc cultiver le regard positif, c'est plutôt arriver à une vision je dirais, correcte de la réalité. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un potentiel pour en arriver à faire des génocides, des massacres de masse, pour la violence, mais en fait, il y a un potentiel beaucoup plus... une prédisposition beaucoup plus forte, notamment chez les jeunes enfants, qui a été bien montrée par les études sur la psychologie sur les enfants, à la coopération, à la bienveillance, qu'à la violence et à l'animosité, etc. Donc, c'est pas... Alors, il y a toutes des gens qui râlent contre la psychologie positive en disant que c'est comme si on voulait vous dire « Ah ben j'ai le cancer, c'est formidable ». C'est encore de la mauvaise foi, parce que
La psychologie positive n'a jamais dit des choses de ce genre. Ça, c'est pour le secret en disant il suffit de souhaiter quelque chose et un chèque va vous arriver à la fin du mois. Tout ça, c'est des fadaises. La psychologie positive, c'est un groupe de psychologues qui se sont aperçus que 90% des publications scientifiques en psychologie depuis la fin du 19e siècle étaient sur des pathologies. Et donc, comment arriver à peu près à la normale. Puis après, on vous laisse tomber. Or, ce que ces psychologues ont dit, c'est que la joie, ce n'est pas simplement l'absence de tristesse. L'enthousiasme, ce n'est pas simplement l'absence d'ennui, que la bienveillance, ce n'est pas simplement l'absence de bienveillance, c'est-à-dire qu'on s'abstient de faire du mal et puis on en reste là, c'est quelque chose de plus. Donc, et ils se sont aperçus que ce qu'on appelle les émotions positives, comme la joie, l'enthousiasme, l'intérêt, l'admiration, l'émerveillement, ont des effets extrêmement, et notamment la bienveillance qui englobe beaucoup d'autres émotions positives ou états mentaux, affects positifs, ont des effets extrêmement régénérants et chez l'être humain qui sont favorables à l'épanouissement. Donc d'être beaucoup plus dans la célébration, dans la joie, dans la réjouissance plutôt que la jalousie, etc. Et à essayer malgré tout de garder une certaine, disons, équanimité même face à la difficulté, c'est-à-dire de prendre ça avec une certaine sagesse, avec une certaine ouverture, un esprit assez vaste et non pas d'être focalisé sur un problème qui vous arrive, était favorable à effectivement gérer des difficultés quand elles arrivent. Donc ce n'est pas se réjouir de choses terribles, c'est formidable, tout est bien, mais c'est aussi montrer que ces affects positifs peuvent être cultivés. On sait effectivement que l'exposition à la nature, notamment chez les enfants, augmente la créativité. Chez les adultes, c'est intéressant de voir qu'elle augmente effectivement ce sentiment d'appartenance et d'interdépendance. Et les psychologues ont étudié le sentiment d'émerveillement, montrent que ça augmente l'altruisme, que ce qui va très bien en ce qui me concerne, je trouve ça c'est une excellente chose. Donc c'est vrai que l'impermanence, puisque on voit le changement grossier des saisons, des nuages, et puis le changement microscopique de ce qui se passe au niveau des fourmis, des insectes. Et puis, si on regarde bien, on voit des arbres qui vieillissent, l'écorce qui s'effrite dans le passage du temps sur un siècle. Et puis, si on pouvait voir plus loin, on verrait l'impermanence au niveau le plus subtil qui est deux choses ne restent jamais identiques à elles-mêmes à chaque instant. Mais disons, le spectacle de la nature nous montre deux choses, l'interdépendance, c'est ce qui est au cœur de la philosophie du bouddhisme, l'impermanence, qui est une autre enseignement dont le Bouddha disait, parmi tous mes enseignements, c'est comme la trace de l'éléphant dans la forêt, c'est la plus grosse empreinte, et nous faire rendre compte que d'abord on a une immense fortune de pouvoir inspirer à nouveau quand on a expiré une fois. Donc le sentiment de l'impermanence, on dit que c'est comme un éperon pour nous inciter davantage à la diligence sur le chemin spirituel. Donc c'est sûr que le spectacle de la nature, par rapport à regarder une tour en béton, on a l'impression plus de fixité que de voir un ruisseau, les nuages, tout ce qui se passe dans la nature, où ça, on est au cœur de l'interdépendance et de l'impermanence. Déjà, momentanément, s'exposer davantage à la nature, non pas simplement se confiner dans des appartements. Bon, tout le monde n'a pas forcément la possibilité aussi de le faire, il faut reconnaître. Mais c'est un problème, une question beaucoup plus vaste que vous soulevez. Le fait que maintenant plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes, c'est aussi lié à cette idée de croissance, d'accorder de plus en plus de valeur à ce qu'on appelle les valeurs extrinsèques, c'est-à-dire le matérialisme en gros, le consommérisme. Et donc c'est ça qui mène à une croissance matérielle effrénée aux dépens d'une croissance qualitative, disons, meilleure qualité de vie, plus de satisfaction dans l'existence.
et qui a amené à l'exploitation effrénée et abusive de notre environnement comme un instrument qui serait juste là à notre disposition, à des taux d'utilisation et de modification de notre environnement qui sont sans précédent, puisqu'on a 90% des forêts ont disparu depuis que l'homme est apparu sur Terre, et dont les 3/4 de ça depuis un siècle. Voilà, donc un Américain émet 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien et 2000 fois plus qu'un Afghan. Donc là, il y a un déséquilibre dans le superflu, le non nécessaire, qui est délirant. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire aux pays qui n'ont pas accès à l'énergie d'une façon ou d'une autre, restez comme vous êtes. C'est ce qu'ont dit tous les pays en voie de développement à la COP 21. Mais oui, vous êtes bien gentils, mais vous avez atteint un niveau de développement, etc. Il faut aider ces pays-là à acquérir des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir accès à un minimum d'électricité, d'éducation, tout ce qui va avec, et réduire cette consommation effrénée et tout à fait excessive des pays développés qui n'ont absolument pas besoin de consommer tant de cela, de consommation excessive de production industrielle de viande, de consommation excessive, d'émissions excessives de CO2, etc., etc. Donc il y a un équilibre à trouver entre aider les gens qui sont encore sous le seuil de la pauvreté à avoir accès à un minimum en forme d'énergie, à arrêter de subventionner à taux de 500 milliards par an les énergies fossiles pour donner tous nos efforts pour les énergies renouvelables, notamment dans la recherche scientifique qui permettent une amélioration de l'efficacité de ces énergies renouvelables. Puis voilà, il y a quand même une énergie solaire et du vent qui était illimitée, simplement, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait optimal comme utilisation de ces énergies renouvelables, mais ça peut se faire. Et le prix a chuté 50 fois pour l'énergie solaire, ça va continuer, et donc il faut y arriver, quoi. C'est de loin le défi le plus grand du XXIe siècle. Il n'y a rien n'approche ça, si vous voulez. L'immigration, mais l'immigration aujourd'hui, les migrants en Europe, donc déjà tout le monde, certains s'affolent, c'est 0,5% de la population européenne. Mais si vous avez 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde, ça va rien à voir avec ça. Les agriculteurs, bon, ils se plaignent de ceci, de cela, ils ont raison, ils vivent dans des conditions très difficiles, ils ne représentent plus que 5% de la population, alors que c'était plus de 50% au début à la fin du 19e siècle. Sauf que si vous avez 50 degrés dans les Vosges l'été en 2050, ils ne vont pas rigoler, les agriculteurs. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'on mitige le réchauffement climatique. L'élevage industriel de viande, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre, tous ces gens, les recycler, etc. Sauf que c'est responsable c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre au monde. Bon, c'est un fait, que ça leur plaise ou pas, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand le GIEC dit qu'il faut réduire de 80% de la production industrielle de viande, ce n'est pas des fanatiques véganes, c'est les meilleurs scientifiques au monde, des milliers de scientifiques qui sont arrivés à cette conclusion au vu des effets de la production industrielle de viande, c'est tout. En plus de l'aspect éthique, moral, qu'on devrait fermer les abattoirs parce que c'est un enfer, mais ça c'est autre chose. Mais ne serait-ce qu'uniquement la question de l'environnement, tout le monde y perd. Maintenant, je crois que ça a dépassé le niveau des colibris quand on voit la mobilisation qui se fait en ce moment pour l'environnement chez les jeunes, ces gens qui n'acceptent pas ce système délétère vis-à-vis de la biodiversité. Je crois que maintenant, c'est passé carrément à un niveau au-dessus du colibri. Des colibris, il y en a pas mal maintenant. Ça ressemble plutôt à un vol des tourneaux où il y a des centaines de milliers. Donc moi, c'est ma modeste contribution à ma façon. J'ai 73 ans. Je ne peux pas devenir Greta Thunberg. C'est un peu trop tard. Mais je peux à ma façon, sachant que par exemple en Allemagne, les Verts à un moment donné avaient fait une campagne dans les villes en montrant des belles images de la nature et que ça avait eu beaucoup d'impact sur la sorte de prise de conscience sur ce qu'il fallait préserver, justement, une forme d'émerveillement. Je me suis dit, bon, moi je peux faire ça, j'ai ce qu'il faut, je peux faire un texte qui tienne la route et qui soit basé sur les connaissances scientifiques du moment.
Donc voilà, c'est une petite contribution, mais c'est aussi, fait partie d'un mouvement d'ensemble. Ça s'inscrit dans l'Extinction Rebellion, ça s'inscrit dans ce que font les jeunes avec Greta, Adélaïde en Belgique, qui a mené une marche avec 30 000 personnes de jeunes aussi récemment. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et s'il n'y avait pas disons, cette coopération spontanée d'acteurs, de toutes sortes d'acteurs de la société qui va dans ce sens-là, qui est très encourageant, même s'il y a encore énormément à faire et que les dirigeants sont encore d'une tiédeur absolument au-dessous de tout, ainsi que nombre d'intellectuels qui se permettent de critiquer les scientifiques du GIEC, et puis une bande de crétins, il faut le dire, qui sont les climato-sceptiques. Alors on leur donne une place dans la presse, il faut leur donner une voix, mais on leur donne une voix à 40%, contre 60% pour les vrais scientifiques, en ne tenant pas compte qu'ils représentent 1%, même pas à moins d'1% des scientifiques qui sont publiés dans des revues acceptables et respectables. Donc c'est vraiment aussi donner la parole à une bande de gens qui ne sont pas vraiment des scientifiques qualifiés et qui sont soit, alors là, vraiment des intérêts de lobbyisme liés aux entreprises, soit simplement des huluberlus, quoi. Alors, certains de mes amis de l'environnement, je me rappelle un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Johan Rockström, qui a dirigé le centre du Earth Resilience Center à Stockholm, donc la résilience de la Terre, qui est un des plus respectés des spécialistes de l'environnement. C'est un de ceux qui ont défini ce qu'on appelle les limites planétaires, qu'il ne fallait pas transgresser si l'humanité pouvait continuer à prospérer, ou disons la biosphère aussi. Il disait peut-être que la façon de communiquer n'a pas été adéquate, c'est-à-dire qu'à force de marteler les conséquences terribles que risquent et vont probablement avoir nos comportements, et c'est sûr, on sait dans le domaine de la communication, si on veut faire bouger les gens, qu'il faut aussi mettre l'accent fortement sur les avantages à s'engager dans un comportement différent, sur quelque chose qui est enthousiasmant, qui est émerveillant, et peut-être qu'effectivement, s'émerveiller devant la nature, ça fait partie de ça. C'est aussi les avantages, par exemple, de la sobriété heureuse, ce concept de sobriété heureuse. C'est pas je me prive de tout, c'est horrible. C'est qu'on peut vivre avec beaucoup de joie, de façon simple, et que bien souvent, des gens aspirent en fait, je voudrais simplifier un peu ma vie. On sent bien ça, il y a trop de complications, de choses, ils ont besoin de trop de choses, ils ont trop de gadgets qui ne fonctionnent pas. Enfin, donc tout est compliqué, il y a d'autant plus de choses de préoccupation. Donc c'est en fait de se rendre compte qu'on peut considérer et présenter clairement les remèdes, les solutions possibles, encourager les gens, inspirer les gens à les mettre en œuvre. Ça fait partie d'une approche constructive, peut-être plus positive dans la mesure où parfois les gens comprennent ça de travers, en tout cas de l'approche de l'environnement. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus se voiler la face et jouer la politique de l'autruche. Il est tout à fait possible, il y a des chances non négligeables de l'ordre de 10, 15, 20%. C'est quand même... si vous aviez une chance sur 5 ou sur 10 de mourir en avion en prenant un avion, plus personne ne prendrait l'avion. Donc s'il y a 10% de chances qu'il y ait 4,5 degrés de réchauffement climatique qui entraînerait des bouleversements, la Terre serait méconnaissable. Ça veut dire la réduction de la population de 7 milliards à 1 milliard, au prix de souffrance énorme. Je veux dire, c'est un risque considérable, 10%. Or, c'est à peu près le risque qu'on ait 4,5 degrés. Bon, ben voilà, ce n'est pas du catastrophisme, ce n'est pas une vision apocalyptique, c'est ce que disent les scientifiques, il faut les écouter. Mais le message d'espoir, c'est qu'il y a des solutions. Simplement, il faut changer notre mode de vie. Et ça, il y a une inertie considérable des citoyens, même s'ils commencent à se rendre compte, des gouvernants plus que tout autre, parce qu'ils ne veulent pas perdre les élections et baisser dans les sondages. Donc, c'est de la mièvrerie. Et, comme disait Greta Thunberg aux Nations Unies, c'est une trahison des générations à venir. L'émerveillement bouddhiste, on pourrait dire, c'est une sorte de prise de conscience des qualités extraordinaires de l'éveil,
des enseignements, d'un maître spirituel, d'un sage, d'une sage. C'est l'émerveillement devant l'incroyable cohérence du chemin, toutes les étapes de la voie graduelle, depuis la réflexion sur la valeur de l'existence humaine, de l'impermanence, des lois de cause à effet, des défauts de la vie du samsara ordinaire, jusqu'à engendrer ou chercher refuge dans l'éveil, dans l'enseignement, et le faire pour le bien de tous les êtres, à travers de la pensée d'atteindre l'éveil pour le bien des êtres. Toutes ces étapes et ces méthodes de s'unir à l'esprit de sagesse du maître, tout ça, c'est un émerveillement de voir avec quelle incroyable profondeur et discernement ces différentes étapes de la voie ont été agencées à la lumière d'une telle connaissance. Donc ça ne peut qu'évidemment provoquer un émerveillement. Alors, ce qu'on appelle la dévotion dans le bouddhisme, en fait, les mots tibétains, gu, c'est une aspiration, et gu, c'est respectueuse. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple foi aveugle. C'est une aspiration à acquérir les qualités d'un maître spirituel ou du Bouddha, et respectueuse de ses extraordinaires qualités. Donc c'est un tout petit peu ça vis-à-vis de la nature sauvage. On est là en admiration respectueuse. Donc du coup, il y a une sorte de mouvement pour essayer de se mettre en harmonie avec la nature, ou dans le bouddhisme, un mouvement pour peu à peu se rapprocher des qualités dont un être éveillé donne l'exemple. Un vrai maître spirituel n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus, mais il a tout à partager, tout à donner. Donc ça, c'est effectivement un vrai maître spirituel. Surtout pour des débutants, parce qu'au début, on est trop faible pour devenir fort, on n'est même pas capable de s'entraîner. Mais une fois que c'est vrai que quelqu'un atteint une grande réalisation spirituelle, il peut être aussi bien dans un embouteillage que face à l'Himalaya, ça ne fait aucune différence. Mais pour nous, ça fait une différence. On n'est pas capable de préserver cette liberté intérieure dans la confusion, le chaos de tout ce qui se passe dans la vie extrêmement agitée. On est emporté par le flot. On n'a pas la capacité d'être au bord de la rivière, de regarder la rivière couler. Donc, en tant que débutant, dans un endroit naturel, où il y a juste le processus des phénomènes naturels qui se produit, loin de toute commotion, c'est un facteur extrêmement favorable à l'épanouissement de la pratique spirituelle. L'émerveillement s'approche effectivement d'une autre notion du bouddhisme qu'on appelle la vision pure, c'est-à-dire d'essayer de voir la nature du Bouddha en chaque être, en fait, de reconnaître que si l'on analyse vraiment les phénomènes jusqu'au bout, ils sont également dénués d'existence propre. Voilà, donc il y a toute une forme de... On pourrait rapprocher l'émerveillement de la compréhension de la nature ultime des choses, oui, bien sûr. Je crois qu'on peut entraîner une disposition à s'émerveiller en devenant attentif à ce qui provoque souvent l'émerveillement, c'est-à-dire passer du temps à regarder ce qui se passe dans une mousse, passer du temps tranquille devant un ciel, l'océan, une montagne, ou même, je ne sais pas, passer du temps assis sur son derrière à regarder la simplicité naturelle de l'esprit derrière le flot des pensées. C'est une façon très facile, très accessible de s'émerveiller sans partir en Patagonie. Donc la méditation bien comprise est forcément une source d'émerveillement sur la fraîcheur de l'instant présent et la nature de l'esprit. Donc ça se cultive parce qu'on peut, on peut pas cultiver en disant je vais faire croître ça à tout prix, mais on peut peu à peu décanter tout ce qui fait obstacle à ça. Donc l'entraînement peut faciliter cette stabilité ou cette continuité dans l'émerveillement, aussi bien de la présence éveillée à l'intérieur de nous que, voilà, là il pleut, il y a du soleil, il y a peut-être un arc-en-ciel, ou l'émerveillement de voir un être autour de nous, même s'il est confus comme moi, il a le potentiel de se libérer de l'égarement et de la confusion mentale. Donc on peut s'émerveiller sur ce potentiel qu'ont les êtres humains à atteindre à l'éveil. Donc il y a plein de raisons de
voilà, de s'émerveiller de toutes ces possibilités. Imagine Clarity, en fait, c'est un ami cher qui, pendant plusieurs années, m'a demandé si je voulais bien faire une sorte de cursus donc en ligne, c'est-à-dire accessible, sur, disons, une progression des différentes étapes de la méditation ou des différentes méthodes de méditation qui soient utilisables pour des non-bouddhistes, donc qui n'exigent pas de prendre refuge dans le Bouddha, mais qui soient malgré tout source de bienfaits pour tout un chacun. Donc j'ai essayé de réfléchir à quels étaient les types de méditation. C'est certain que la méditation sur la présence attentive, ça peut servir à tout le monde. La bienveillance, ça sert à tout le monde. La compassion pour ceux qui souffrent, ça sert à tout le monde. D'être plus capable d'avoir une sorte d'équilibre émotionnel, de voir un peu que les émotions ne sont pas aussi solides que ce qu'on pense, mais qu'on peut percevoir leur fait qu'elles sont dénuées d'existence propre, c'est utile à tout le monde. Donc il y a 7 ou 8 types de méditation. Et donc au début, j'ai donc enregistré, on a filmé d'abord une introduction générale à ce que c'est que la méditation, qu'est-ce que c'est que le bonheur authentique, qu'est-ce que c'est que l'altruisme. Et puis des méditations guidées que j'ai faites donc en français et en anglais. Donc j'ai fait tout un cursus accompagné de belles images, etc. Et puis j'ai fait mon boulot. Ensuite j'ai des amis comme Charles Hastings, qui est à la fois francophone et anglophone, qui régulièrement fait des cours d'enseignement gradués sonores sur différents aspects de la méditation, de la pratique spirituelle, de la gestion des émotions. Et on a des invités, il y a une partie aussi artistique de la créativité avec Maria João Pires, une très grande pianiste. Donc voilà, et en fait, je crois que l'avantage un petit peu de Imagine Clarity, c'est que même si ce n'est pas une méditation qui exige de devenir bouddhiste soi-même, c'est fondé et jamais en contradiction avec les sources traditionnelles. Donc parfois il y a des citations, il y a des images aussi de mes maîtres spirituels. C'est une application qui est calquée un peu sur l'art de la méditation, un petit livre que j'ai fait, où après chaque méditation, je cite aussi des textes ou des enseignements traditionnels qui donnent, si vous voulez, le cadre des méditations plus simples que j'ai proposées. Et donc, ce n'est pas simplement essayer d'être attentif dans le moment présent, c'est très bien, mais l'outil de l'attention est indispensable, mais ce n'est qu'un outil pour ensuite amener la compassion, l'altruisme, etc. Donc voilà, donc on a fait de notre mieux, et c'est un peu plus riche et complet que ce qu'on voit parfois, simplement essayer de cultiver l'attention. Bon, ça n'a rien de... C'est très bien de cultiver l'attention, mais on peut aussi enrichir un peu, approfondir et élargir l'aspect de la méditation. Parce que méditation, ça veut dire se familiariser avec, ça veut dire cultiver, soit une nouvelle manière d'être, soit une qualité particulière. Donc ce n'est pas simplement poser son esprit dans le moment présent. Il y en a un qui est un peu extrême, mais que finalement, à mon avis, est pas mal, c'est que ce qui n'est pas finalement entrepris pour le bien d'autrui est assez inutile. Si c'est juste pour être heureux dans le petit cocon de l'individualisme, franchement, ça ne vaut pas le coup.